Mais cette femme est sur le point de... Alors que les vaccinations contre le Covid-19 ont déjà débuté dans certains pays, c'est un discours de défiance qui domine sur les réseaux sociaux ou les commentaires de médias en ligne. Au-delà de l'effet de loupe induit par Internet, la méfiance vis-à-vis des vaccins, de leur efficacité ou de leur pertinence, a rarement été aussi vive. Pourtant, l'histoire des mouvements anti-vaccins est aussi vieille que les vaccins eux-mêmes. Retour en arrière. À la fin du XVIIIe siècle, la technique dite de variolisation, née en Chine quelques siècles auparavant, est importée d'Orient en Europe. Le concept, simuler une infection en prélevant du pus sur des personnes atteintes d'une forme bénigne de la maladie pour l'inoculer par scarification à des sujets sains. En 1796, Édouard Jenner découvre que certains paysans touchés par la variole de la vache sont immunisés contre la variole humaine. Le premier vaccin, de vacca, vache en latin, est né. C'est désormais du pus issu de bovins qui est inoculé aux patients. Les effets secondaires sont moindres qu'avec la variolisation. Mais les critiques fusent. S'inoculer un organisme étranger, qui plus est animal, en fait frémir plus d'un. Cela est considéré comme une perversion de la nature humaine, une offense à la providence divine. Dès cette époque-là, il y a eu une très très grande méfiance qui s'est marquée. Donc, inoculation dans ma peau, sous ma peau, de quelque chose qui provient d'un animal étranger, c'est aujourd'hui, en plus le vaccin ARN, matériel génétique du virus dans ma peau, qu'est-ce que ça va faire en moi? Donc c'est exactement la même ligne d'argumentation. Au milieu du XIXe siècle, la vaccination contre la variole devient obligatoire en Angleterre pour les nourrissons. Les premières ligues anti-vaccins font leur apparition dans la foulée. 20 000 personnes manifestent à Leicester en 1885 contre l'État tyran et la science athée. À la fin du siècle, les autorités introduisent une clause de conscience pour les parents qui refusent la vaccination pour motifs religieux, avant d'abroger complètement l'obligation en 1907. En Suisse, un projet de loi sur les épidémies incluant la vaccination obligatoire est refusé par 80% des votants en 1882 lors d'un référendum. Au début du XXe siècle, le vaccin contre la tuberculose fait son apparition. En France, il est recommandé pour tous les nouveau-nés. Pourtant, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, seul un tiers des enfants est couvert. Il devient obligatoire en France en 1950. En Suisse, à la même époque, les vaccins contre la poliomyélite et la tuberculose sont recommandés, ceux contre la variole et la diphtérie sont obligatoires. En 1954, la Ligue nationale contre la vaccination obligatoire voit le jour en France, suivie 5 ans plus tard par la Ligue suisse contre les vaccinations. Reste que la majorité de la population est acquise au vaccin, dans un contexte où la science est alors toute puissante. La sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où on a l'impression qu'il y avait une sorte d'euphorie, peut-être aussi de renaissance, de début d'une prospérité économique, où là, on avait l'impression d'un discours scientifique qui n'avait pas trop d'obstacles, si vous voulez, ou d'une politique de la science qui était peu discutée. Aujourd'hui, on discute le budget de la science. Il y a 50 ans, je pense que ça ne se discutait pas dans la plupart des parlements des pays dits avancés occidentaux. C'est lors des 2 décennies qui vont suivre qu'un retournement des mentalités s'opère. Ironiquement, avec le recul des maladies infectieuses dues à la vaccination, les épidémies font désormais moins peur que les effets secondaires des vaccins eux-mêmes. La balance risque-bénéfice s'est inversée. Alors que la variole est pratiquement éradiquée, les cas de complications liées au vaccin attirent l'attention. En fait, de tout temps, les vaccins ont provoqué des effets secondaires rares graves. Mais la vaccination a longtemps été considérée comme une affaire relevant strictement de la technique médicale et les autorités sanitaires n'en parlaient pas au public. Les années 70 vont bouleverser la donne. C'est alors le vaccin contre la coqueluche qui connaît une crise de confiance en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. La Suède le retire en 1979. En France, les campagnes de vaccination contre l'hépatite B en 1995, puis contre la grippe H1N1 en 2009 tournent à l'échec. La science a changé d'image. Avec peut-être le sentiment qu'elle nous en a trop fait, qu'elle nous a déçus, la science détruit la planète, donc c'est pas bon, la science, enfin, vous voyez, ce type de discours qui peuvent se mêler. Je vois qu'à présent, ils ont tendance à s'amalgamer dans une pelote qui, globalement, mais les scientifiques, de toute façon, les pharma, les intérêts, les puissants. Il y a effectivement aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'information et au niveau de discours public, une plus grande possibilité d'écouter, d'observer des discours méfiants que ça n'a pu être le cas il y a 50 ans. En parallèle, la société individualiste en expansion depuis les années 60 et 70 n'accepte plus une telle intrusion de l'État dans les questions de santé personnelle. La notion de médecine populationnelle est articulée, mais se recouvre pas et parfois est même en conflit avec la médecine individuelle. Moi et mon patient, c'est la même chose que moi, comme observateur et devant régir une politique. Ce qui se fait au détriment des uns peut être au bénéfice des autres, où il y a une balance à faire au niveau politique. Le facteur qui a permis à ce que la vaccination soit appliquée à large échelle dans
dans bien nombre de cas et a permis quand même de faire en sorte que certaines choses comme la variole soient éradiquées, était envisageable, en tout cas plus facilement, dans des sociétés plus autoritaires, plus patriarcales. L'idée même de vaccination est née dans un contexte social et politique qui est différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Et ça contribue au fait que cette mesure-là va être certainement, elle l'est déjà, beaucoup plus discutée que ce que n'était par exemple le vaccin contre la tuberculose. Un individualisme couplé à une forme d'indifférence vis-à-vis des vaccins, dû au recul des maladies infectieuses. Un sondage mené en 2006 en France montre que la population ne considérait pas les épidémies comme une menace majeure, comparée à la pollution, au chômage ou au terrorisme. Beaucoup de citoyens ne sont alors pas à jour dans leur vaccination, ce qui explique certaines résurgences, comme de nombreux foyers de rougeole en Europe entre 2008 et 2011, alors que la maladie était presque oubliée. La pandémie de Covid-19 risque bien de rebattre les cartes dans un contexte où plus personne n'ose parler d'obligation.